bienvenue à cette première table ronde qui est intitulée table ronde institutionnelle. Vous avez vu pour une fois que le terme de table ronde n'était pas galvaudé, on en a vraiment une. Et à cette table ronde institutionnelle, il sera question de la réforme de la scène publique locale et de son impact sur les centres de gestion. On va avoir un peu plus d'une heure ensemble à peine. Et on va brosser successivement la question de la réforme territoriale elle-même, dont il a déjà été un peu question dans les interventions des élus, puis des moyens financiers et humains, et enfin des centres de gestion, tout particulièrement en se demandant quel impact cette réforme a pu avoir, ou va avoir sur eux, sur vous. Pour intervenir sur ces sujets, nous entendrons en premier lieu Madame Perenec Ségara, qui est adjointe au sous-directeur aux élus locaux et à la fonction publique territoriale, donc la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, le ministère de l'Intérieur. Dans une bonne perspective de décentralisation, n'est-ce pas, Monsieur Laurent, on commence par appeler l'État à intervenir. Donc, primeur à l'État. Puis, nous entendrons mon confrère Emmanuel Duru, donc avocat, directeur de mission au cabinet FIDAL, et également, deuxième casquette très intéressante aujourd'hui, co-artisan de cette réforme, comme conseiller technique, notamment d'André Valigny, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Donc ces deux visions-là nous seront très utiles. Ensuite, nous entendrons, toujours sur la réforme territoriale, le professeur Nicolas Cada, qui est ici, professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes et co-directeur du GRAL, le groupement de recherche sur l'administration locale en Europe. Philippe Laurent, qui est à mes côtés, parlera évidemment dès qu'il le souhaite et quand il le souhaite, mais sa place privilégiée sera en quatrième position pour nous parler des enjeux actuels de cette réforme et de ce que les chantiers en cours, peut-être, Action publique 2022, Fédération des employeurs, que sais-je, bref, ce qu'il peut, sinon nous annoncer, du moins nous dire des réformes en cours et de leur impact. Puis nous nous concentrerons sur l'impact sur les centres de gestion, avec successivement Monsieur Yves Colmou, donc inspecteur général de l'administration, qui nous parlera du rapport conjoint de l'IGA et du commissariat général sur les économies possibles en matière de ressources humaines, et enfin M. Antoine de Menton, qui est président du centre de gestion Haute-Savoie, qui traitera du même sujet, mais du point de vue des centres de gestion, à savoir quel impact de ce changement de périmètre sur les centres de gestion, et puis quel avenir pour les missions des centres de gestion. Voilà, un programme bien ambitieux, très complet, intéressant j'espère. Je laisse immédiatement la parole à Madame Perenec Ségara sur cette réforme territoriale, en lui demandant, pour commencer, quel regard l'administration centrale porte, quelle attente elle formule encore quant à la réorganisation en cours. Je vous remercie. Alors je m'excuse par avant, je devrais quitter cette table ronde assez rapidement parce que j'ai une contrainte de train. Et j'aurais bien voulu participer à l'ensemble des débats, bien évidemment. Alors peut-être sur le constat, on a assisté entre 2014 et puis la période actuelle, finalement, à un mouvement assez original. À la fois une réforme territoriale qui permettait une forme de rationalisation des institutions à l'échelle du territoire, avec la fusion des régions, le parachèvement de la carte intercommunale, les communes nouvelles aussi, qui sont finalement un mouvement aussi de rationalisation et de mutualisation, et dans le même temps, un mouvement de différenciation territoriale, mouvement qui se poursuit encore aujourd'hui, qui lève évidemment plus de part à la libre administration, dans le sens où c'est souvent à l'initiative des collectivités que ces mouvements sont conduits. Les collectivités uniques qui ont été créées, notamment en Outre-mer, mais aussi les métropoles à statut particulier. Donc ce double mouvement est particulièrement intéressant quand on pense au rôle des centres de gestion, parce que finalement, par rapport à 2014, où je pense que dans le rapport IGA, la question s'était posée de savoir si l'intercommunalité serait le modèle concurrent des centres de gestion, la question est peut-être moins pertinente aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on doit s'interroger sur la complémentarité des différents outils qui sont proposés, dont font partie évidemment les centres de gestion. Alors, le Code général des collectivités territoriales, qu'on suit très près à la DGCL, propose des outils de mutualisation. Des outils de mutualisation qui se sont renforcés ces dernières années, à la faveur de la loi NOTRe notamment,
et qui permettent, par exemple, dans le cadre de dispositifs conventionnels, de mutualiser au sein du bloc communal entre les EPCI et leurs communes membres. Alors, je ne vais pas faire le catalogue de tout ce qui est possible, mais vous les connaissez parfaitement. Les mises à disposition de services ascendantes, descendantes, entre les communes et leurs EPCI, les délégations de compétences, éventuellement les fonds de concours, également les créations de services communs, dont on parle beaucoup, et qui permettent effectivement, notamment sur toutes les fonctions support, de réaliser de réelles économies de gestion. Tous ces dispositifs sont évidemment un avantage puisqu'ils peuvent s'adapter à la situation locale, mais ils comportent également un certain nombre de limites qu'on peut noter. Leur pérennité est peut-être parfois menacée au gré des alternances politiques et des projets qui évoluent à l'échelle territoriale, bien évidemment. Et la gestion RH de ces dispositifs est parfois complexe, comme vous pouvez le noter sur vos territoires. Par exemple, si on prend l'exemple des services mutualisés, il faut déjà déterminer quelle est la collectivité porteuse. Les contraintes statutaires font qu'on choisit souvent la collectivité qui relève de la strate démographique la plus élevée, bien évidemment, ne serait-ce que par exemple pour rémunérer le DG, ou pour déterminer, si on veut mutualiser les cabinets, le nombre de collaborateurs. Pour autant, ça n'est pas forcément la collectivité que les élus souhaiteraient voir porteuse de la structure. Donc on voit bien les limites de ce type de dispositif. De même, on peut s'interroger en cas de dissolution, lorsque le projet change, le projet de mutualisation change, que fait-on des personnels qui ont été transférés ou mis à disposition? Donc on voit bien que tous ces outils sont très utiles et bien sûr efficaces, mais qu'ils connaissent leurs limites. À l'inverse, les centres de gestion constituent un outil de mutualisation qui est particulièrement adapté justement dans un cadre mouvant, puisque évidemment, comme l'a souligné le président Iriart en introduction, ils disposent d'une administration propre, ils ont un mode de gouvernance par les élus qui représentent les différents niveaux de collectivité, et ils permettent donc d'assurer finalement une forme de mutualisation parfois plus pérenne, évidemment avec toutes les réserves qu'on peut y mettre, puisque cela dépend des projets de territoire. Ce qu'on a pu constater ces dernières années et qui est intéressant, c'est que finalement le besoin de mutualisation existe, qu'il est peut-être un peu trop spécifique si là on se concentre sur l'aspect centre de gestion, sur l'aspect RH, et que donc on a vu notamment à la faveur de la loi déontologie qu'on avait un besoin de développement de plateformes de services plus, notamment avec toutes les tâches administratives que peuvent proposer aujourd'hui certains centres de gestion. Et finalement, aujourd'hui, si on est moins dans le questionnement relatif à la concurrence entre les différents modèles, puisqu'on voit bien qu'ils peuvent coexister sans qu'il y ait nécessairement à choisir entre chacun d'entre eux, les questions qui vont pouvoir se poser en termes de mutualisation va être celui du choix de l'échelon pertinent. Et c'est cela aussi qui aujourd'hui est interrogé. Quel est le bon échelon finalement pour proposer ce type de plateforme de services dont les centres de gestion sont un modèle tout à fait efficace? Le niveau régional, le niveau interdépartemental. Vous connaissez sans doute déjà des modèles conventionnels qui permettent, par exemple, de constituer des réseaux d'expertise. Un centre de gestion est spécialisé et propose une expertise et la met à disposition des autres centres de gestion de son territoire. Alors souvent c'est à l'échelon régional, j'imagine que ça peut même exister à l'échelon interrégional. Donc finalement, il nous semble, nous, au niveau de la Direction générale des collectivités locales, qu'on s'achemine moins sur un affrontement aujourd'hui entre des modèles que vers une complémentarité des outils. Et on peut imaginer que dans les mois qui viennent et les années qui viennent, ce sera vraiment une réflexion sur l'offre pertinente de services qu'il va falloir conduire et le meilleur échelon de l'organisation territoriale dans lequel doivent s'inscrire ces plateformes, justement. Merci. Je vous propose d'entendre, en regard de votre intervention, Emmanuel Duru, qui pourrait peut-être nous dire quel était l'objectif de la réforme territoriale. Parce qu'on a entendu, avec les premiers propos des élus, des mots comme chamboule-tout, on a entendu des critiques, sans être nécessairement l'avocat de la réforme dans son ensemble. Je suis persuadé que vous pourrez nous éclairer sur quel était le cap, au moins au départ, et peut-être répondre à la question de savoir si nous sommes arrivés à bon port ou pas. Merci beaucoup, cher confrère, et merci pour votre invitation, Monsieur le Président. Le cap, il était simple.
Il était simple, mais si on prend un tout petit peu de hauteur, et j'ai essayé de faire court, je crois qu'il ne date pas véritablement du précédent quinquennat. Le président Herrère l'a rappelé dans son propos, en réalité, le socle de la réforme, il commence effectivement en 2010. Et puis on pourrait même retourner beaucoup plus loin, je ne vais pas refaire la genèse 82-83, responsabilité locale, j'en passe et des meilleurs. 6 février 92, la loi ATR sur laquelle on vit encore en ce qui concerne les communautés de communes, la loi Chevènement qui structure l'intercommunalité, et on voit bien qu'on a un mouvement quelque part, alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts par certains élus, Philippe Laurent m'excusera de mon propos, et je tiens à dire que l'amitié, l'admiration et la reconnaissance n'empêchent pas les désaccords. Donc n'hésitez pas à me contredire le cas échéant, cher Philippe. Mais je crois qu'il y a quand même un mouvement irréversible, très sincèrement. Et le cap, il est clairement des régions renforcées dans le concert européen, mais également pour mieux assurer de la stratégie économique en matière d'aménagement du territoire, des compétences qui sont recentrées avec des schémas régionaux qui sont désormais prescriptifs, les fameux SRADET et SR2I, dans lesquels on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui véritablement mettent la région comme chef d'orchestre sur ces politiques un peu stratégiques. On a souhaité, effectivement, le président du conseil départemental l'a rappelé, redonner une nouvelle dimension au département en les recentrant sur les solidarités sociales et territoriales. Et puis, évidemment, on a consacré le bloc local, commune, intercommunalité, comme l'échelle de proximité. Et c'est d'ailleurs à ce seul bloc local et à ces seules communes, d'ailleurs, qu'est réservée désormais la clause générale de compétence. Après, effectivement, quelques vicissitudes parlementaires entre 2010, la loi MAPTAM et la loi NOTRe, mais c'est la démocratie qui parle. Et au final, cet objectif de clarification, de renforcement d'un certain nombre d'échelles considérées comme stratégiques et comme étant le bon échelon à la fois de prise de décision, mais également de gestion d'un certain nombre de services publics locaux, eh bien, je pense qu'on y est arrivé, en tout cas en partie. Alors, effectivement, vous l'avez dit, confrère, dans toute réforme, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est évident, il y a un certain nombre de décisions qui n'ont pas été jusqu'au bout. Je pense à certains débats, notamment sur la régionalisation du service public de l'emploi. Je pense à certains débats sur le pouvoir réglementaire aux régions. On n'a pas été jusqu'au bout, par volonté politique d'ailleurs. Voilà. Un certain nombre de transferts ont finalement été abandonnés en cours de route entre départements et régions. Je pense par exemple au collège ou à la voirie, au profit d'une meilleure coordination dans les schémas, etc. Mais quand même, on est arrivé dans une carte administrative française qui est quand même profondément transformée. J'arrêterai là pour ne pas être trop long, mais je veux simplement rappeler que parfois on parle du temps long, des réformes, on dit que la France est difficilement réformable. Je voudrais juste dire que depuis 1982, on a quand même complètement changé de logiciel, que désormais notre Constitution depuis 2003 reconnaît que la République est décentralisée, ce qui est quand même un pas absolument incroyable, et qu'en quelques années, depuis 2010, qui en réalité avait posé les jalons de la réforme, et on pourra y revenir, les communes nouvelles, c'est la loi de 2010, les métropoles, c'est la loi de 2010, l'achèvement intégral de la carte interco hors Paris, c'est 2010. Simplement, que fait la réforme territoriale entre 2012 et 2015 ? Elle crante encore un peu plus. Donc, elle achève complètement la carte interco, y compris avec la création du métropole du Grand Paris. Elle, effectivement, divise par deux le nombre des régions. Elle améliore le sort des communes nouvelles. Et ça a provoqué évidemment une sorte d'explosion de ces nouvelles structures. Elle relance les procédures de rationalisation des schémas interco qui existaient déjà en 2010, mais là où on passe de 5 000 à 15 000 habitants. Bref, elle va beaucoup plus loin, mais quelque part, le mouvement est toujours finalement un peu le même. Et on arrive dans une France en quelques années qui est passée quand même aujourd'hui avec un maillage communal complètement remembré, 560 communes nouvelles au 1er janvier 2018, qui regroupent presque 1,9 million d'habitants et 1900 communes historiques. Ça ne s'était jamais vu auparavant. 21 métropoles de droit commun
et celle de Lyon, qui est collectivité à statut particulier avec une fusion avec le département, ce qui est une innovation juridique absolument majeure. 13 régions. Vous connaissez cette carte à 22, désormais 13. Je ne dis pas que la méthode a été la bonne ou que les périmètres sont... Mais je constate que ces régions sont quand même renforcées aussi bien dans leur taille que dans leurs compétences. Et puis, évidemment, un échelon interco qui est reconnu, conforté, renforcé, année après année, réforme après réforme, où il y a certainement des choses sur lesquelles il faut revenir. C'est le cas aujourd'hui. Le législateur prévoit un certain nombre d'aménagements sur certains transferts obligatoires en matière d'eau et d'assainissement. Mais globalement, personne, et je ne crois pas que ce soit dans les tiroirs de l'exécutif actuel, souhaite revenir sur cette réforme territoriale. Je crois qu'il y a eu un accord quelque part. Je rappelle simplement que le Sénat a voté la loi NOTRe, que le président Larcher avait lui-même indiqué qu'il ne souhaitait pas revenir sur ce qu'on a pu appeler un chamboule-tout, en tout cas cette réorganisation territoriale, je préfère ce terme pour ma part, et je crois qu'aujourd'hui l'exécutif non plus ne souhaite pas. Il a d'autres projets très intéressants, on en parlait tout à l'heure, sur le droit à la différenciation territoriale par exemple, à inscrire dans la Constitution le cas échéant, ce genre de choses, mais je ne crois pas aujourd'hui qu'on va défaire tout ce qu'on a défait jusqu'à présent. Merci. Je me tourne vers le professeur Cada qui va peut-être s'exprimer au pupitre avec une présentation pour compléter ce tour de la réforme. Pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel Duru, je rajouterais bien à la question très générale qu'on vous a posée, monsieur le professeur, la question un peu prospective, là je vous prends un peu au dépourvu, et la question prospective de la différenciation territoriale. Jusqu'où pensez-vous qu'on pourrait aller dans les années qui viennent en la matière? Est-ce qu'on découvrira de nouveaux EPCI avec de nouvelles compétences redescendues de je ne sais quel niveau? Bref, jusqu'où pourrait nous mener cette différenciation territoriale qui commence à être dans les esprits? Je vous pose la question comme ça, s'il vous plaît, d'y répondre, mais vous avez déjà beaucoup à faire. Voilà, vous me prenez un petit peu de cours, c'est pas du tout ce qu'on m'avait demandé d'étudier, et en plus j'étais en train d'étudier le mode d'emploi de la télécommande. Mais ceci étant, je peux vous répondre, je pense qu'on peut aller très loin en matière de différenciation. Avec deux limites. Une limite juridique, là c'est le juriste qui parle, dans la Constitution, c'est le principe d'égalité entre les collectivités. Donc on peut les différencier, on peut différencier leur statut, mais on ne peut peut-être pas remettre en cause, on ne peut pas, c'est sûr, remettre en cause ce principe d'égalité. Ça c'est la limite juridique. Et il y a une limite plus, comment dire, pratique, politique, démocratique, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est-à-dire que plus on va loin en matière de différenciation, plus on s'éloigne d'un autre principe qui est le principe de clarté ou d'intelligibilité. Et donc le problème, c'est que le citoyen dans cette histoire s'y retrouve de moins en moins. Être aujourd'hui administré et habité ou habitant de la métropole de Lyon, c'est déjà compliqué pour l'habitant en question de comprendre ce que fait la métropole en termes de compétences. Imaginez si demain il déménage et qu'il va dans une autre métropole, mis à part l'intitulé même métropole, les compétences ne seront pas les mêmes, le mode d'élection des conseillers métropolitains ne sera pas le même. Bref, la limite, à mon avis, essentielle à la différenciation, c'est cette intelligibilité par l'électeur, par le citoyen lui-même. Et il faut rester vigilant sur ce point. Voilà. Je vous remercie. Peut-être nous saluons Madame Pérenec-Ségara en vous remerciant pour votre intervention. Alors, je reviens sur la question qui nous préoccupait sur les rapports juridiques entre collectivités territoriales et puis en complément, évidemment, de ce qu'a dit Emmanuel Duru pour ne pas se répéter sur les aspects institutionnels. On l'a vu, on l'a dit, il y a une succession, certains ont dit une frénésie législative, une succession de réformes depuis 2010. On peut remonter plus loin, effectivement, pour la paternité ou la filiation de certaines de ces réformes, mais une succession de réformes de 2010 à 2015 qui donne un peu le tournis. Et on est dans une phase aujourd'hui de maturation, de mise en œuvre de ces différentes lois, de ces différents textes, principalement de la loi MAPTAM et de la loi NOTRe, donc de la loi de 2014 et de la loi de 2015. Ce qui est intéressant, c'est de regarder au-delà du mécano institutionnel dans lequel on arrive à peu près maintenant à se repérer. Quels sont ces outils de coopération qui existent entre collectivités? On est ici au congrès de la Fédération nationale des centres de gestion. Les centres de gestion sont eux-mêmes, par nature, par définition,
un outil de coopération en tant que tel, le fruit de cette coopération entre collectivités. Il existe en effet de nombreux outils, de nouveaux outils, et peut-être trop d'ailleurs d'outils, c'est peut-être la difficulté, elle est principalement là, hein, dans la diversité et le grand nombre de ces outils de coopération. Ces différents outils, ils sont codifiés pour la plupart d'entre eux, en tout cas ils sont annoncés par le Code général des collectivités territoriales, à l'article L 5111-1 du Code. Donc on en retrouve la philosophie générale, mais avant même d'être codifiés, ces outils souvent préexistaient. Et si l'outil n'existait pas, c'était les pratiques qui préexistaient à la codification en question. C'est-à-dire que, comme souvent, hein, le droit ne fait que prendre acte de certaines pratiques sur le terrain pour les encadrer, pour les sécuriser. Hein, c'est ce qu'on dit toujours, on vient sécuriser des pratiques, on vient parfois aussi les limiter, et ça peut être aussi, évidemment, gênant. Un bilan qui est, au bout du compte, au bout de 3 ans, c'est un petit peu tôt encore pour faire un bilan, mais c'est un bilan qui peut être mitigé dès lors qu'on regarde ce que les collectivités font en termes de contractualisation, de délégation, de mutualisation, d'organisation de chefs de filat, etc. Beaucoup de mécanismes et un bilan mitigé, et je pense que du côté des centres de gestion, vous êtes bien placés pour le ressentir, un bilan qui peut être mitigé sur le plan des ressources humaines notamment, ou parfois sur l'aspect financier. Au bout du compte, ce bilan est mitigé aussi parce que ces différents rapports juridiques qui naissent entre collectivités sont assez variés. J'ai très peu de temps, donc je vais aller très très vite, mais il me semble qu'il y a 2 grands types de rapports aujourd'hui entre collectivités. Il y a des rapports d'abord verticaux qui restent assez limités, pour des raisons essentiellement juridiques, je vais y revenir. Des relations pour lesquelles il y a une vraie volonté de la part des collectivités d'aller plus loin, notamment entre les communes et les EPCI, mais il y a parfois un manque de possibilités sur le plan juridique. Ça, c'est le premier temps de ce que j'ai à vous dire. Et dans un deuxième temps, et là aussi j'irai assez vite, c'est la situation inverse, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les relations ou les rapports juridiques plus horizontaux, entre collectivités de même rang, par exemple, notamment les questions de mutualisation, là, les possibilités sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus ouvertes. Le droit est finalement beaucoup plus ouvert, oui, permissif. Et en même temps, justement, c'est parfois là où il y a moins peut-être de volonté. Ça dépend des collectivités, bien sûr, ça dépend des moments, mais où il peut manquer de volonté, tout simplement parce que soit la collectivité n'en voit pas l'intérêt, et elle peut légitimement parfois se poser la question de l'intérêt, soit parce que les coûts cachés des mutualisations, par exemple, sont trop élevés, ou les coûts d'entrée, comme diraient les économistes, sont trop élevés, et les coûts politiques aussi de la mutualisation peuvent être élevés. Alors, très rapidement, sur les rapports juridiques verticaux, c'est-à-dire des collectivités de rang différents, on a effectivement un droit qui vient, ou des règles qui viennent contraindre la plupart de ces rapports. D'abord, en distinguant clairement ce qui relève des transferts et ce qui relève des délégations de compétences. Les deux ne sont pas synonymes, bien évidemment, et l'idée de transférer ou de déléguer une compétence n'entraîne pas les mêmes conséquences pour la collectivité. Avec, dans ce domaine, un cas particulier qui concerne la GEMAPI. On a évoqué, alors je sais que la GEMAPI, c'est toujours un sujet un peu sensible et toujours reporté d'année en année par voie d'amendements souvent parlementaires. Mais c'est aussi un cas particulier en matière de délégation de compétences, puisque les collectivités ou les organismes qui peuvent exercer la compétence GEMAPI par délégation sont eux-mêmes limités. La délégation de compétences va apporter une certaine souplesse, elle peut être renégociée régulièrement, on l'a dit, alors que le transfert, lui, va apporter une plus grande stabilité dans le temps, une plus grande clarté dans les responsabilités de chacun, et c'est sans doute utile en termes de contrôle démocratique. Donc des rapports juridiques qui sont contraints et des rapports qui sont limités par le droit, là aussi, de 2 manières. Enfin, je prendrai 2 exemples en la matière, par manque de temps. D'abord, du côté des schémas. On a parlé des schémas tout à l'heure. Emmanuel Duruy parlait des schémas régionaux. On a toutes sortes de schémas aujourd'hui en droit. C'est ce que certains appellent du droit mou, de la soft law.
C'est pas si mou que ça, d'ailleurs, comme règle de droit. Parfois, c'est justement très prescriptif, et parfois, ça ne l'est que très peu. Et en fait, nous, juristes, on identifie 3 degrés de prescriptivité, c'est un peu compliqué comme mot, mais 3 degrés, un peu comme en droit de l'urbanisme, d'ailleurs, pour les schémas. Il y a ceux qui, finalement, donc cette prescriptivité différenciée, elle repose, pour certains, sur une prescriptivité forte, maximale, c'est-à-dire l'obligation de respecter strictement les schémas. Il n'y en a pas beaucoup de ce type. Je pense au schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public, en voilà un, dont la prescriptivité est, on ne peut pas douter de cette prescriptivité. À l'inverse, à l'autre extrémité, il y a des schémas dont la souplesse est vraiment caractéristique. C'était le cas, ou c'est toujours le cas d'ailleurs, du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui maintenant, je crois, est intégré dans le SRDE de ZI, j'y reviendrai. On avait un certain nombre de schémas comme ça, qui étaient pour le coup vraiment du droit souple. Et entre les deux, on a une catégorie un peu mi-figue, mi-raisin, qui peuvent être prescriptifs, mais pas trop. C'est un peu, il faudrait que j'ai un peu plus de temps pour rentrer dans le détail. Et c'est dans cette catégorie intermédiaire qu'on va classer nos 2 schémas régionaux, le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, et le SRADET. Et je ne remercie pas Emmanuel Duru s'il est l'auteur des 2 acronymes en question, parce que c'est toujours compliqué à évoquer. Il y en a un qui pose plus de problèmes, et vous le savez notamment en matière d'intercommunalité, c'est le schéma départemental de coopération intercommunale. Il est prescriptif, mais il est difficile de l'invoquer directement. On a un certain nombre de jurisprudences en la matière, où on voit que d'une part, une collectivité est libre, et c'est reconnu par la jurisprudence constitutionnelle, est libre de se rattacher à un groupement intercommunal plutôt qu'un autre, et de la même manière, par contre, le préfet a des pouvoirs finalement beaucoup plus limités que ce que l'on pensait initialement en matière de schéma départemental de coopération intercommunale. Deuxième temps, je vais vraiment très vite, sur les rapports juridiques toujours verticaux, dernier point, des rapports limités aussi en ce qui concerne le chef de filat. Alors ça, c'était une innovation de la loi MAPTAM, même si finalement c'était déjà clairement annoncé dans des textes précédents. La loi MAPTAM, en l'occurrence dans son article 3, a codifié et a proposé d'aller plus loin en la matière. Ce chef de filat de certaines collectivités, qui est reconnu par la loi, par exemple pour la région, pour le département dans certains domaines, reste limité lui-même par une disposition constitutionnelle que vous connaissez bien, qui est l'article 72 alinéa 5 de la Constitution. Aucune collectivité ne peut exercer de tutelle sur une autre collectivité. C'est une limite forte à la possibilité de chef de filat. Alors, qu'en est-il des rapports horizontaux classiques? J'irai assez vite là aussi. Classiques, rapports horizontaux qui sont donc, je le disais tout à l'heure, beaucoup plus faciles à mettre en œuvre d'un point de vue juridique, la plupart du temps, pas pour tous, mais pour la plupart d'entre eux, mais qui parfois ne sont pas mis en œuvre par manque de volonté politique, tout simplement, sans que ce soit une critique, hein, c'est un constat de la part des collectivités. Alors, il y a des rapports horizontaux classiques tels que la coopération. Je laisse de côté tout ce qui est EPCI à fiscalité propre, on en a déjà un petit peu parlé, mais évidemment on est sur une progression constante, hein, ici, à la fois de l'intégration intercommunale et en même temps l'extension de ces périmètres, puisque la loi NOTRe impose maintenant des périmètres d'au moins 15 000 habitants, avec un certain nombre de dérogations quand même qu'il ne faut pas négliger. Et puis, on l'a dit aussi, une extension du nombre de collectivités, enfin de groupements qui peuvent prétendre au statut de métropole. On est effectivement à 21 plus 1 avec la collectivité, avec la métropole de Lyon. On a toujours les syndicats mixtes et la formule de syndicat mixte ouvert ou de syndicat mixte fermé perdure, persiste et continue à finalement permettre de fournir un certain nombre de services. On a aussi des coopérations interdépartementales et interrégionales. Et on a, depuis la loi NOTRe, ne l'oublions pas, ces fameux PETR, pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, qui fonctionnent. Je vous ai mis un petit tableau. Je ne sais pas si vous... Oui, si on voit, c'est bien. Des PETR, il y en a, au 1er avril dernier, il y en a 113.
c'est pas énorme, mais c'est le pendant en quelque sorte des pôles métropolitains en milieu rural. Et on est vraiment sur une logique ici de coopération horizontale. Coopération horizontale, c'est aussi la mutualisation. Alors, la mutualisation, j'ai coutume de dire qu'on n'a pas attendu la loi RCT ou la loi NOTRe ou la loi MAPTAM surtout pour en faire. La mutualisation, ça se faisait déjà naturellement sur le terrain entre communes. Parfois, on mutualisait simplement un outil, un véhicule ou un service. Là, la loi est venue sécuriser cet ensemble de pratiques, sécuriser et simplifier ces mécanismes de mutualisation, et notamment de mutualisation entre communes, mais aussi entre communes et EPCI. Mutualisation verticale, mais que je préfère classer quand même dans les rapports juridiques horizontaux. Simplification globalement de ces mécanismes, puisque le champ des personnes publiques locales susceptibles d'y recourir a été élargi, et puis les missions ont été elles aussi élargies, notamment en ce qui concerne les missions dévolues au centre justement de gestion de la fonction publique territoriale, avec des limites toujours. Extension aussi des possibilités de conventionnement, du recours au conventionnement entre personnes publiques. Il est possible, je le note juste, on n'a pas beaucoup de temps encore une fois, mais on relèvera juste que désormais, on peut concevoir un conventionnement entre communes membres d'un même EPCI, à condition que le rapport relatif aux mutualisations de services le prévoit bien évidemment. Sur les mutualisations, mais on va en parler, je pense, par la suite, les deux intervenants suivants pourront le dire mieux que moi, les bilans sont en demi-teinte, c'est-à-dire que les bilans appellent à la modestie. Pourquoi ? D'abord parce que il est toujours délicat de mutualiser alors même que les périmètres ne sont pas stabilisés. Alors vous allez me dire, maintenant les périmètres commencent à être stabilisés, c'est vrai, mais quand on est dans une structure intercommunale ou un regroupement de communes qui a vocation à s'étendre à de nouvelles communes, on ne va évidemment pas se lancer en même temps dans la mutualisation. Mutualisation limitée aussi sur des fonctions plutôt d'ingénierie, d'expertise, des fonctions aussi pour lesquelles l'État s'est retiré. J'en profite puisque la représentante de la DGCL est partie, on peut le dire beaucoup plus librement. N'oubliez pas qu'on est quand même dans un contexte, enfin, je n'ai pas bien besoin de vous le dire, vous le savez encore mieux que moi, contexte de retrait de l'État sur certaines de ses missions, et notamment sur tout ce qui concernait l'aide aux communes. Bilan mitigé quant aux économies attendues aussi de cette mutualisation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la DCF de 2016, je crois, qui pointait le fait que, dans un premier temps, en tout cas, les mutualisations ne procurent aucune économie, exactement comme la fusion des régions, dans un premier temps, ne procure aucune économie, voire est plutôt source de dépenses supplémentaires, puisqu'on va aligner notamment les régimes indemnitaires par le haut. Bref, vous le voyez, je terminerai par là. Je répondrai à vos questions si nécessaire. Enfin, je ne sais pas s'il y a une période de questions. Pour conclure, on a donc toute une boîte à outils. Après le mécano institutionnel, on a une boîte à outils à disposition des communes et des EPCI. Une boîte à outils qui n'a sans doute jamais été aussi fournie. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit. Les outils ne manquent pas. Ils apparaissent peut-être même un peu trop nombreux. Reste à les relier davantage à des projets de territoire et à éviter surtout que leur gouvernance ne se transforme en usine à gaz. Je vous remercie. Merci. Philippe Laurent, maire de Sceaux, président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, membre du groupe Action publique 2022. Encore, je crois. J'aurais aimé vous demander qu'est-ce que c'était que cette nouvelle boîte de l'Action publique 2022, quel diable allait en sortir, on sait quels sont les objectifs annoncés, mais peut-être que vous voudrez plutôt nous parler des enjeux de la contrainte financière, réagir à ce que vos collègues élus ont dit en introduction. Je vous laisse la parole de la manière la plus libre qui soit. Oh, mais vous êtes sympa, Philippe, merci. C'est toujours intéressant. Je vous remercie. Je D'abord, je veux remercier la FNCDG et son président de m'avoir invité à ce congrès. Je me souviens du congrès de Toulon il y a 3 ans, donc je suis devenu un fidèle des congrès de la fédération. Écoutez,
bon, moi, quelques mots simplement sur le bilan de ce qui s'est passé donc depuis un certain nombre d'années, mais vraiment quelques mots. Je suis évidemment d'accord pour dire qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, qu'il faut aujourd'hui une certaine forme de stabilité, naturellement. Je n'exclus toutefois pas la nécessité absolue d'un certain nombre de corrections. On a parlé vous avez évoqué GEMAPI, les compétences eau et assainissement. On voit bien que tout ceci n'est pas terminé. Ça crée d'ailleurs énormément de tensions sur les territoires, vous le savez, les uns et les autres, dans vos départements. Il ne faut pas se cacher non plus que moi qui suis donc élu dans la métropole du Grand Paris avec le président du centre de gestion de Petite Couronne, Jacques Anabenisti, qui est ici, nous savons combien la structuration qui a été proposée un peu en catastrophe, à la fin de débats très compliqués, pas toujours très clairs, dans la loi NOTRe, à savoir cette structuration avec une intercommunalité générale qui est la métropole, qui a des compétences en fait de schéma pour l'essentiel, et puis des territoires qui ne sont pas vraiment des intercommunalités, à qui on donne à la fois des compétences finalement stratégiques, parce que quand vous avez des territoires qui font 600 000 habitants et qui s'occupent du PLU, c'est quand même stratégique, c'est pas simplement les détails, et à qui on demande aussi de faire la collecte des ordures ménagères, ça marche pas, quoi, parce qu'ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas faire l'un et l'autre. Surtout lorsque, dans ces mêmes territoires, vous avez quand même des communes de 100 000 habitants à qui maintenant la loi interdit de mener la moindre opération d'aménagement. Alors que ce sont ces communes-là qui détiennent justement, sur le plan technique, les compétences et les agents. Et que les 10 agents n'ont strictement aucune envie, pour la plupart d'entre eux, de rejoindre le territoire, qui est une structure qui a une légitimité et un passé, et une culture administrative qui est à peu près égale à zéro. Bref, donc là, ça, il faut corriger. Moi, je suis de ceux qui disent au président de la République, écoutez, faites ce que vous voulez, mais surtout, ne nous laissez pas dans cet état-là, dans une métropole qui compte 6 millions d'habitants, qui est quand même la métropole la plus importante de France, une des métropoles les plus importantes d'Europe, et qui, si elle ne fonctionne pas, si nous ne parvenons pas donc à la faire évoluer, à mieux l'équilibrer sur ces territoires, à l'équiper, par exemple en matière de transport en commun, eh bien, va pénaliser pas seulement Paris, les communes qui sont autour, mais toute la France. Donc là, je dis, il y a une petite urgence quand même à revoir les choses. Bon, enfin, j'espère qu'on sera écouté. J'en suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que tout ça passe au-dessus de la tête du pouvoir au plus haut niveau. Mais c'est comme ça. Je veux dire aussi qu'il y a une autre évolution qu'il ne faut pas, évidemment, entraver, qu'il faut même encourager. Et, cher Emmanuel, on a beaucoup plus d'accord que tu ne le penses, j'ai l'impression quand même, malgré ce que tu disais tout à l'heure, c'est évidemment l'évolution vers la commune nouvelle. Mais la commune nouvelle, mes chers amis, ça a des caractéristiques très importantes qui sont différentes de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. La commune nouvelle, c'est volontaire, c'est resté volontaire, comme était l'intercommunalité dans le passé. C'est volontaire. Et deuxièmement, c'est le fait communal. C'est l'extension sur une plus grande échelle, mais du fait communal, avec une structure communale, avec une responsabilité de l'élu, avec une proximité, avec une efficacité des services qui, à mon sens, n'a pas d'équivalent dans le système public en France. Moi, je pense que l'administration communale est l'administration la plus efficace. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est en proximité directe avec l'usager. Elle fournit un service direct avec l'usager. 80% des agents communaux, ils sont en contact avec les usagers. Donc, voilà, ça, je pense que sur la commune nouvelle, il faut évidemment accélérer. C'était d'ailleurs le sens, après la loi de 2010, c'est le sens de travaux qui ont été menés par le président de l'Association des maires de France de l'époque, Jacques Pélissard, d'ailleurs en étroite collaboration avec Christine Pérez-Beaune, qui était une députée d'un autre groupe, qui n'était pas dans la même famille politique. Et c'est ce que mène à l'heure actuelle, notamment Françoise Gatel, qui est sénatrice, et qui travaille à une proposition de loi encore pour renforcer l'attractivité de la commune nouvelle, non pas pour rendre obligatoire, parce que ça c'est foutu. Dès que vous rendez obligatoire, c'est fini, ça bloque. Non, il faut continuer à évidemment en garder éminemment le caractère
facultatif, mais il faut évidemment accompagner, inciter, expliquer, etc. C'est la raison pour laquelle l'AMF développe énormément de rencontres autour de la commune nouvelle pour montrer les avantages, parfois les difficultés, parce qu'il y en a aussi. Hein. L'autre jour, j'ai vu qu'il y avait un maire de commune nouvelle qui venait de démissionner parce que, pour finir, la mayonnaise n'avait pas bien pris. Oui, forcément, il y a des échecs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut évidemment condamner le processus. Et ce processus-là est un processus tout à fait important. Mais lorsqu'on dit que tout ça doit être stabilisé avec les corrections que je viens de citer, on passe sous silence la question financière. Parce qu'évidemment, le bouleversement que va entraîner et que commence à entraîner la nouvelle répartition, enfin je ne sais pas d'abord si on peut parler de répartition, mais enfin en tout cas la nouvelle donne que provoque sur le plan financier la suppression progressive de la taxe d'habitation est un bouleversement absolument énorme. Hein, tout à l'heure, vous avez bien entendu le président du conseil départemental, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs qu'il dise cela, qui souhaite garder évidemment le foncier bâti, qui est le seul impôt à pouvoir de taux dont disposent encore les départements. Naturellement, le bloc communal se dit, pour finir, si on récupère au moins le foncier bâti département, ça nous fait quand même un impôt à pouvoir de taux, c'est intéressant. Enfin bref, donc on est en train de nous monter évidemment les uns contre les autres, c'est d'ailleurs certainement l'objectif. Alors même que globalement, et d'ailleurs Yves Météro l'a dit, il y a quand même 20 milliards qui vont manquer à la fin, hein, que ce soit pour l'État, pour les départements, pour les communes, les interco, enfin bref, il y a 20 milliards qui manquent dans la sphère publique. Et ça, personne ne nous dit comment tout ça sera compensé. Enfin si, on nous dit que ça sera des économies. Peut-être que ça boucle avec Action publique 2022 du reste d'ailleurs. C'est vrai, j'y ai pas pensé, mais bien j'y pense. Mais ce que je voulais vous dire, et ça, avec ma casquette de président du Conseil supérieur, c'est autre chose. Enfin, c'est autre chose, c'est la conséquence de ça. Lorsque il y a eu la loi de 2010, immédiatement, dès le début 2011, le Conseil supérieur, je vous rappelle que le Conseil supérieur, c'est un organisme paritaire, 20 représentants des employeurs, 20 représentants des organisations syndicales. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne sa force au Conseil supérieur, c'est sa légitimité et c'est en même temps sa force. C'est-à-dire que lorsque le Conseil supérieur établit une analyse, vote un rapport en séance plénière, et que ce rapport est voté à l'unanimité, ou en tout cas sans vote contre, il peut y avoir parfois des abstentions ou des non prises part au vote, mais lorsqu'il n'y a pas de vote contre, c'est donc un document important. C'est une forme d'accord entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, soit sur un constat, soit parfois sur des propositions. Donc on a, dès 2011, on avait engagé, le Conseil supérieur, donc un travail d'évaluation des conséquences pour les agents de du début de mise en œuvre de la loi de 2010, donc pour l'essentiel d'ailleurs, puisque à l'époque sur l'intercommunalité, puisque les communes nouvelles n'avaient pas vraiment encore commencé. Parce qu'il ne faut pas oublier que, naturellement, derrière tous ces transferts, les transferts de compétences, derrière ces réorganisations, ces mutualisations, etc., il y a des agents. Et qu'un agent, vous le savez évidemment mieux que quiconque, un agent, ça n'est pas qu'un objet statutaire. C'est une femme, un homme, enfin bref, avec des inquiétudes, des sentiments, une capacité à s'investir plus ou moins dans le travail, dans la mission. Enfin bref, voilà, il y a du management derrière. C'est pas uniquement des tableaux de chiffres avec on va économiser ça parce que voilà. Non, ça va au-delà, naturellement. Enfin, je vous dis ça à vous, mais vous le savez. Mais parfois, on ne se rend pas plus bien compte qu'on est là-haut. Et donc, du coup, il faut le rappeler. Hein, il faut le rappeler. Eh bien, donc, dans ce travail d'évaluation, nous avions, qui avait été d'ailleurs mené par une équipe d'élèves de l'INET, on s'était aperçu que, évidemment, on pouvait le penser, mais ça avait été un peu donc quantifié, analysé, qu'il y avait évidemment l'absence de prise en compte des agents dans ces mécanismes qui commençaient à être à l'œuvre, était un vrai sujet. Et puis, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque le gouvernement, dont Jean-Marc Ayrault, a annoncé son intention de remettre sur le chantier donc, des lois, c'était d'abord une seule loi au départ, une seule loi qui a été ensuite divisée, enfin vous vous souvenez de tout ça, une loi d'approfondissement, peut-être, moi ça je ne m'en souviens plus, mais enfin en tout cas d'approfondissement. Et lorsque ça a été demandé, donc le Conseil supérieur dès le départ, Françoise s'en souvient, elle y est, Michel aussi, et quelques-uns parmi nous ici, siège Daniel Leroy aussi, le Conseil supérieur avait donc souhaité que le gouvernement entende avant même
de commencer à écrire la loi, les demandes des organisations syndicales et des employeurs territoriaux, les précautions qu'il fallait prendre et que ces précautions puissent être inscrites d'une certaine manière dans la loi. Ce qui a été, sinon totalement, mais enfin en partie fait, grâce à Maryse Lebranchu, qui avait cette double compétence d'être ministre de la décentralisation des collectivités territoriales et ministre de la fonction publique. Donc ça s'est bien passé. On a eu, je me souviens, des réunions très intéressantes, très constructives, et on a pu donc ainsi introduire un certain nombre de garde-fous pour les agents, mais pas pour les agents pour leurs avantages personnels, simplement pour que ça se passe le mieux possible, ou le moins mal possible, tous ces mouvements de transfert. Donc on a pu introduire un certain nombre de garde-fous dans les lois MAPTAM et nôtres. Maintenant, le Conseil supérieur a engagé, donc en lien avec l'ARF, la DCF, la Fédération nationale des centres de gestion, naturellement, donc un travail d'évaluation des conséquences pour les quelques centaines de collectivités concernées, c'est-à-dire les régions et les intercos, des conséquences des modifications de périmètre qui ont eu lieu et qui sont en train de se mettre en œuvre. Parce que ce n'est pas parce que vous avez décidé sur le papier que vous allez créer une communauté de communes avec plus de personnes que tout est fini. C'est plutôt là que ça commence. Une délibération, c'est une chose. Derrière, le boulot, justement, d'organisation, de management, pour aboutir aux meilleures qualité de service possible, continue. Donc, on a ce travail très important d'évaluation. C'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Je sais que c'est le cas lorsque, localement, eh bien, le dialogue social doit s'établir dans la perspective, justement, du bon fonctionnement de ces nouvelles collectivités, toujours avec cette souci de dialogue social. C'est très important. Je sais que la plupart des élus en sont conscients, peut-être pas encore tout à fait tous. Il faut en être conscient parce que c'est la condition de la réussite, en tout cas du non-échec. C'est la condition. Et donc cet engagement est évidemment d'employeurs publics dans ces démarches-là est évidemment très important. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de parler d'Action publique 2022. Moi, je vous dirais... Hein? On a le temps? Non, on n'a pas le temps. C'est ce que je disais. Remarquez, ça m'arrange, j'ai pas tellement envie d'en parler. En revanche, vous venez de parler d'évaluation. Merci. Hein? Vous venez de parler d'évaluation. Oui, j'ai parlé d'évaluation. Et voilà. tel est bien l'Office de l'inspection générale de l'administration, n'est-ce pas? Merci. Yves Colmou, vous êtes inspecteur général de l'administration. Merci Philippe.